Vous voyez cette affiche, vous vous souvenez peut-être de l'affiche précédente, j'avais commencé mon cours avec une autre affiche qui s'appelait Le vice et la vertu. Et là c'est Au diable la vertu. Ça en dit long sur ce que c'est que le cinéma, d'ailleurs son rapport à la vertu, à la passion, etc. La vertu, disais-je la fois précédente, Socrate sait ce que c'est, mais il l'a oublié, dit-il. Vous vous souvenez, le mythe de la réminiscence, c'est « je le sais, mais je l'ai oublié ». Et donc, si connaître, c'est se ressouvenir, c'est parce que on a oublié des trucs et on est capable de s'en ressouvenir. Il le peut, il faut s'en souvenir. Il faut se souvenir de la vertu, ce que c'est que la vertu. Et on le peut, dit Socrate, par le dialogue. Par le dialogue, dit Socrate, ou dit Platon, on peut faire revenir le savoir de la vertu qu'on a oublié. Par le dialogue, qui est aussi, nous le verrons dans Phèdre, dont je parlerai dans le dernier cours, et dans le banquet aussi, un état amoureux. Ça aussi, c'est une sorte, est-ce que c'est un état amoureux ? Est-ce que c'est... Mais quel est le rapport entre l'état amoureux du dialogue dont nous parle le banquet et cette partouze, pardonnez-moi ce mot un peu brutal, qui fait, de Picasso tout de même, hein ? Ben oui, qui fait la couverture de ce texte de Sade, célébrissime. Vaste sujet. On verra quand on étudiera le mythe de l'âme ailée. Ça n'est pas l'âme ailée exactement. Hein. Ça représente l'âme telle qu'elle est conduite par des chevaux. Et ça, c'est aussi dans le Phèdre que Platon raconte ça. Il dit, en fait, une âme, c'est 2 chevaux. L'âme, c'est celle qui conduit 2 chevaux. Un cheval, c'est la vertu. Un autre cheval, c'est la passion. Et il faut les tenir tous les deux pour essayer de les faire aller tout droit. C'est incroyable comme c'est exactement ce que dit Sigmund Freud à partir de 1920. Je dis ça en passant. L'âme ailée, parce qu'il y a un mythe qui est raconté dans le Phèdre qui ne représente pas simplement ça. Là, c'est une âme qui est constituée par des chevaux ailés ici. Bon. Mais l'âme ailée, dans le Phèdre, c'est l'âme. Qu'est-ce que c'est que l'âme, dit Phèdre ? Notre âme. Nous, aujourd'hui, les âmes des êtres humains, si vous voulez. C'est une âme qui avait des ailes et qui nageait dans l'immortalité, qui volait, dans l'immortalité. Et un jour, elle est tombée dans son corps. Et en tombant dans son corps, elle a perdu ses ailes. Et quand elle discute amoureusement, parce qu'on ne peut discuter que amoureusement, où on aime ce dont on parle, et on tombe amoureux de celui avec qui on parle, dit Platon. Et je suis certain qu'il a raison. Je suis certain qu'il a raison. Tomber amoureux ne veut pas dire forcément qu'on a l'intention de proposer la botte à son partenaire. Hein. Non, ça veut dire qu'il y a quelque chose on passe sur un autre plan, dans un état amoureux, qui n'est peut-être pas ce qui se passe là, peut-être même le contraire de ce qui se passe là. La partouze. Mais c'est pas simple. Hein. Quoi qu'il en soit, cet état amoureux, dans le dialogue, Socrate dit, s'il y a état amoureux, ça veut dire que l'âme ailée, qui avait perdu ses ailes en tombant sur la terre, celle qui volait dans l'éther de l'immortalité, elle est tombée dans le corps, c'est-à-dire dans la mort. Elle a perdu ses ailes, mais en parlant amoureusement, c'est-à-dire sincèrement, en aimant parler, elle retrouve ses ailes. Ça lui donne des ailes, comme on dit. Hein. Autrement dit, la matrice de tout dialogue véritable, de toute dialectique par conséquent, et vous savez ce que veut dire dialectique dans la philosophie, hein, c'est pas simplement chez Platon, la dialectique, c'est la base de la philosophie. Par exemple, le début de la critique de la raison pure de Kant s'appelle dialectique transcendantale. Enfin, il y a d'abord une esthétique transcendantale, puis une dialectique transcendantale. Cette question de la dialectique donne toute l'architectonique, comme on dit chez Kant, de la philosophie. Après, il y a des gens comme Nietzsche qui vont s'en prendre à la dialectique hegelienne. Bon, mais tout ça est compliqué. Mais ça n'empêche que même Nietzsche s'inscrit dans cette question de la dialectique contre elle, mais dans elle.
La matrice de tout dialogue, donc de toute dialectique, c'est l'amour. C'est ça que va nous dire le banquet, et c'est ça que va nous dire Phèdre un peu après le banquet. Dans le dialogue, au cours d'un dialogue, d'un véritable dialogue, il n'y a pas forcément autant de véritables dialogues que ça. Par exemple, ce qui se passe à la télévision quand M. Sarkozy est interviewé par un journaliste n'est peut-être pas un vrai dialogue. Par exemple, ce qu'on voit dans les journaux télévisés, ce ne sont peut-être pas de vrais dialogues, etc. etc. Et je dis par exemple, peut-être, mais peut-être que ce sont, hein, peut-être que ce sont de vrais dialogues parfois. Et moi, je ne veux pas interdire à M. Sarkozy ni à quiconque d'accéder à la sincérité, même dans les fonctions présidentielles et dans la situation actuelle. Ça ne serait pas sincère du tout, ça serait déjà refuser le dialogue. Donc je ne suis pas en train de dire que, mais on en doute. En ce moment, si ça ne va pas très bien, c'est parce qu'on se dit, non, c'est justement pas du tout du dialogue. Bon, c'est le sentiment que ça donne. Dans le dialogue, dans le vrai dialogue, au cours d'un vrai dialogue, la mémoire revient, dit Platon. J'ai la mémoire qui flanche, dit Jeanne Moreau, mais la mémoire peut revenir, dit Platon. La mémoire peut revenir, et à ce moment-là, les ailes de l'âme repoussent, c'est-à-dire l'âme retrouve ce qu'elle savait de l'époque où elle était immortelle, c'est-à-dire de l'époque où elle n'était pas enfermée dans ses corps, là, dans ses corps lubriques, passionnés, passionnels et pulsionnels. Les ailes permettent de s'envoler, elles repoussent, elles permettent de s'élever, elles permettent à l'âme dans son corps de, en quelque sorte, sortir de son corps, de s'élever au-dessus de son corps, et comme dans un état amoureux, on se sent pousser des ailes. Voilà. Ce qui est bizarre, c'est que les amoureux, comme on le dit, ils font l'amour. C'est-à-dire que c'est dans le dialogue de leur corps que ce que je vous dis se manifeste aussi. Donc il y a peut-être un problème. Non seulement peut-être, mais pour moi, de manière absolument certaine, il y a un problème. Quoi qu'il en soit, on va essayer de voir le problème. Quoi qu'il en soit, la philosophie est un état amoureux. Elle est dialectique parce qu'elle commence dans le dialogue, y compris comme dialogue de l'âme avec elle-même, car l'âme, vous le savez, on l'a déjà vu, est deux. Elle est divisée comme le monde, comme le montre, ces deux chevaux, ou ces quatre, là il y en a quatre, chevaux ailés, et cette division de l'âme entre deux tendances, qu'on va voir revenir tout à l'heure avec Emmanuel Kant, c'est ce qu'on appelle aussi la dianoia. La dianoia. Dia, ça veut dire couper, ou qui traverse, noia, noesis, intellect, pensée. Et s'il en va ainsi, si l'âme est, on pourrait dire avec Jacques Lacan, clivée, coupée, si elle héberge en elle-même deux dimensions qui presque sont opposées, c'est parce qu'elle est habitée fondamentalement par un processus d'idéalisation. J'en avais déjà parlé au cours précédent. En effet, dans le cours précédent, nous avions vu que le sens du discours de Socrate, lorsqu'il dit apprendre, c'est se ressouvenir, anamnésis. Lorsqu'il dit que lorsque j'apprends quelque chose, par exemple sur l'essence de la vertu, c'est que quelque chose me souvient, me vient par en dessous, me souvient, que je savais, mais que j'avais oublié. Lorsque Socrate dit cela, ça signifie qu'une connaissance ou une anamnèse est le retour de quelque chose qui m'avait déjà affecté auparavant. Vous avez dit ça l'autre fois. Et derrière ça, il y a une question de l'affect, dont parlait d'ailleurs Frédéric Lordon il y a 2 jours ou 3 jours sur France Culture, assez brillamment, mais dans une approche spinoziste, dont à mon avis, ce serait pas mal qu'il la rapproche des questions telles que j'essaye de les traiter aujourd'hui.
Ce qui m'a déjà affecté, ajoute Socrate, donc il dit, si je peux être affecté par la question de la vertu, c'est parce que j'ai déjà été affecté bien antérieurement. Il y a un affect en moi qui me revient, en fait, dans le dialogue et qui me rend amoureux. Il n'y a que des histoires d'affect dans ces histoires de Platon. Que de l'amour, que de l'affect. Mais, ajoute Socrate, ici, ce qui m'a affecté ce qui m'a déjà affecté, qui fait que je peux être affecté à nouveau, ne m'a déjà affecté que dans un passé que je n'ai pas vécu. Dans un autre temps, dit Socrate. Vous voyez ici, il est question, c'est après le dialogue avec l'esclave, là où nous étions arrêtés l'autre fois. Et il discute avec Ménon. Il lui dit, ah Ménon, bah, tu vois bien, il a retrouvé lui-même. Donc s'il a retrouvé lui-même le raisonnement pour le calcul de la surface du carré, c'est qu'il le savait déjà. Sinon, il n'aurait pas pu le retrouver. C'est ce que tu me disais tout à l'heure, Ménon. Tu ne peux pas trouver quelque chose que tu n'as pas déjà. Et tu as raison. Et donc je te prends au sérieux, il l'a retrouvé. Mais ça veut dire qu'il l'avait toujours eu. Et donc, je ne lui ai rien enseigné, personne ne lui a rien enseigné. Enseigner, en fait, ça n'est jamais que faire de la maïotique, c'est-à-dire faire cracher à celui qui sait quelque chose le fait qu'il le sache. Et du coup, quand il le retrouve en lui, ça se présente à lui comme l'évidence absolue, non pas comme quelque chose que Socrate m'a dit, mais comme quelque chose qui s'est imposé à moi. Mais bien sûr que c'est pas comme ça qu'on calcule la surface du carré, le doublement de la surface du carré. Bien entendu. Suis-je bête ? Il faut faire cette expérience par soi-même. C'est ça que Platon appelle penser par soi-même. Et donc, l'enseignant, le prof, le philosophe, c'est pas celui qui vous dit comment vous devez penser, c'est celui qui vous amène à faire ce qu'il faut pour que vous reveniez à vous-même. Et il ajoute, là, c'est le début du 21e livre, or s'il ne les a pas reçus dans la vie présente, ces enseignements, n'est-il pas dès lors évident qu'il les a eus et qu'il les a appris dans un autre temps ? Un autre temps. L'esclave a une science, un savoir, une épistémé, mais cette science, il l'a reçue en un temps où il n'était pas encore un homme, comme vous voyez là. C'est celui où il n'était pas encore un homme. Ce que j'ai soutenu l'autre fois, c'est qu'il faut penser cela, cette question de comment puis-je savoir quelque chose que j'ai appris alors qu'en quelque sorte je n'étais pas là, avant d'avoir vécu. Eh bien, je vous proposais de penser cela avec Simondon et de penser Simondon avec cette représentation que désormais, régulièrement, je soumets à votre méditation. Ces spirales de spirales, toutes incluses dans une spirale dont je vous dis que, par exemple, ça représente nous en ce moment. Sachant que là, dans cet ensemble de spirales, il y en a une qui blablate, c'est moi. Mais je ne suis pas, moi, la grande spirale dans ce sens-là. Je suis une des spirales dans ce sens-là, un des ressorts, si vous préférez. Mais c'est moi qui ai la parole. Tout à l'heure, ce sera vous. Et tout à l'heure, c'était pas moi qui avais la parole, ni vous, c'était un texte que j'étais en train de lire. Parce qu'un texte, ça prend la parole. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Un livre prend la parole. Quand je suis en train de lire un livre, il prend la parole en moi. Dans le dernier cours, j'avais rappelé que l'individu psychique, qui se représente comme ça, que je représente comme ça, partage avec d'autres individus psychiques, et dans une individuation collective, ce que Simondon appelle le fond pré-individuel de l'individuation collective. Simondon dit, pour que nous puissions nous individuer ensemble, il faut que nous partagions un fond, comme on parle de fonds de commerce, une espèce de quincaillerie, d'épicerie, si vous voulez, dans laquelle on trouve toutes sortes de choses, et c'est avec ça que nous nous rencontrons. C'est à travers ce qu'on trouve dans ce fond pré-individuel que nous nous rencontrons. Et ce fond pré-individuel, on peut le représenter lui-même comme cela. Ce que je veux dire, c'est que cette spirale, la grande là, la grande qui tourne comme ça, on peut la renverser à son tour.
Vous comprenez ce que je veux dire? Là, on la voit en profondeur, la grande, on peut la renverser, et à ce moment-là, elle se présente elle-même comme ça. C'est-à-dire qu'on la voit en coupe longitudinale. Et on s'aperçoit à ce moment-là que, par exemple, tout ce qui précède la dernière spire qui est en train de s'écrire ici, c'est une espèce d'héritage qui précède cette dernière spire qui est en train de s'écrire ici, et qui est comme la mémoire pour moi, ou pour vous. Votre mémoire ou ma mémoire, nous ne l'avons pas présente à l'esprit en ce moment. C'est quelque chose qui précède ce que nous sommes en train de vivre comme notre expérience. D'accord ? Simoneau appelle ça un fond pré-individuel. Et il pose que, par exemple, le fond pré-individuel qui constitue ma mémoire, qui n'est pas votre mémoire, nos mémoires sont absolument différentes, en même temps, elles partagent quelque chose ensemble. L'expérience du soleil, l'expérience de la terre, l'expérience de la nuit, l'expérience de la nourriture, de la soif, de la faim, du désir, de la pulsion. Des mots, par les Français, des façons de compter, tout un ensemble de choses que nous avons apprises ensemble et qui constituent ce que j'appelais l'autre fois des rétentions secondaires collectives. Je vais encore y revenir. Ce fond, je l'avais représenté comme cela. C'est quelque chose, ce fond pré-individuel, comme une sédimentation. Cette sédimentation, qui a une couche là de calcaire, et puis par-dessus ce calcaire de l'humus qui est ici. Il y a des humus qui ne reposent pas du tout sur du calcaire, mais sur du granit, d'autres qui reposent sur 30 mètres de l'os, ce que me dit mon beau-père régulièrement, il me dit « Ah là là, là-bas, en Picardie, il y a 30 mètres de l'os, c'est-à-dire d'humus quasiment. » C'est ce qu'on appelle les plaines extrêmement fertiles, avec en plus des nappes phréatiques en dessous, etc. Il y pousse des arbres. Ces arbres dont nous nous émerveillions autrefois, il n'y a pas si longtemps, de les voir avec leurs belles jeunes pousses, là, en train de mettre leurs feuilles, comme dit Caroline, et eh bien c'est déjà du passé, ça. Ils ne sont déjà plus dans cette verdure-là, ils sont déjà avec un vert qui est celui de l'été. En plus, le soleil cogne dur en ce moment, et il s'achemine vers l'été un peu trop vite, au galop. Les arbres, ces arbres-là, eh bien, ils nous ressemblent. Nous poussons sur de l'humus, qui est cela. Nous sommes des sortes d'arbres, au sens où Emmanuel Kant en parle. Il ne parle pas d'arbres, mais à mon avis, il parle de quelque chose que l'on peut définir par la métaphore des arbres. Lorsque dans l'idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique, il nous dit que nous sommes, nous les êtres humains, il ne dit pas ça comme ça, c'est une métaphore que j'emploie pour le faire comprendre, un peu comme des arbres dans une forêt. Qu'est-ce qui fait que ces arbres poussent là, et poussent d'autant plus droit? C'est qu'ils sont dans une forêt. Et que cette forêt, c'est une espèce d'allégorie de ce que Kant appelle l'insociable sociabilité. Qu'est-ce que c'est que l'insociable sociabilité, qui est une espèce de formulation par Emmanuel Kant à la fin du XVIIIe siècle de ce que j'appelais l'éris l'autre fois, c'est-à-dire, vous vous souvenez, l'émulation, la concurrence, et en même temps la discorde. Emmanuel Kant, dans la 4e proposition de l'idée d'une histoire universelle, parle donc de l'insociable sociabilité des hommes. Je vous recommande très vivement de lire ce texte. Je vous recommande très vivement de le lire parce qu'il représente même pas 10 pages. Il est d'une extrême densité, mais il est extraordinairement bien lisible. Il se lit comme on boit un bon vin gouléant. Un bon mentou salon gouléant. Cette insociable sociabilité, c'est quelque chose que Kant décrit comme étant un double penchant. D'un côté, un penchant à entrer en société, ici, là, et en même temps, une opposition générale qui menace sans cesse de dissoudre cette société. Quand on dit une société humaine, c'est toujours fait de ces deux choses-là. On a envie d'aller vers les autres, on en a absolument besoin, pas simplement parce qu'on n'est pas cordonnier et qu'on a besoin d'une paire de chaussures. Si c'était que ça serait tout bête.
Ce serait trivial. Non, on a vraiment besoin de parler aux autres. On a besoin d'être regardé par les autres. On a besoin d'être aimé des autres et d'aimer les autres. On a besoin de l'altérité. Notre identité, soi-disant, notre soi-disant identité, qui pour moi d'ailleurs n'existe pas, mais qui en revanche est le fantasme que projette le processus d'identification, ce que Kant appelle le processus d'identification, ce que Freud appelle le processus d'identification, dont il dit qu'il est inséparable du processus d'idéalisation. Ce penchant à l'identification, c'est-à-dire à ce qui nous incline vers l'autre, nous fait pencher vers l'autre comme un saule pleureur se penche au-dessus de l'eau, comme si vous laissiez regarder comme un narcisse, eh bien, il est contrecarré en permanence par une insociabilité. Je m'approche de l'autre, je l'aime, et au moment où je m'approche, vlan, je lui fous une baffe. C'est-à-dire que derrière ce penchant, il y a un autre penchant, qui est « fous-moi la paix ». Je veux être tranquille. Je ne veux pas dépendre de toi. Je ne veux dépendre de personne. Je déteste tout le monde. L'homme a une inclination à s'associer, écrit Kant, parce que dans un tel état, il se sent plus comme, notez bien cela, plus comme. C'est-à-dire qu'il sent le développement de ses dispositions naturelles. Tiens. Donc ces dispositions naturelles, c'est d'être plus comme. Mais il a aussi un grand penchant à se séparer, s'isoler. En effet, il trouve en même temps en lui l'insociabilité qui fait qu'il ne veut tout régler qu'à sa guise. Et il s'attend à provoquer partout une opposition des autres, sachant bien qu'il incline lui-même à s'opposer à eux. Ça, je vous signale, c'est en train de décrire assez bien ce que les romantiques allemands décrivent comme le drame de l'existence. Le drame et la joie de vivre en même temps. Or, c'est cette proposition qui éveille toutes les forces de l'homme, qui le porte à vaincre son penchant à la paresse. Tiens. Kant est obsédé par le penchant à la paresse. Il dit l'homme est foncièrement paresseux. Il a envie de rester comme le bon sauvage de Rousseau, installé sous son arbre, à se la couler douce en buvant son lait de coco, de la noix de coco qui est tombée toute seule, qu'il a à peine pris la peine d'ouvrir et de casser. C'est tout juste qu'elle ne s'est pas cassée toute seule, c'est ce qu'on appelle le paradis. Les fruits qui poussent tout seuls, le jardin d'Éden. Et comme vous le savez, Adam et Ève, qu'est-ce que c'est? Revenons-y. Adam et Ève, c'est ce qui annonce ça, là. Adam et Ève, c'est le mal qui va faire que il va falloir aller bosser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Dieu dit « Ah bon, c'est comme ça ?» Au boulot. Plus de noix de coco. Et même Ève, il va falloir lui courir après. Car elle va devenir compliquée. Elle veut, mais elle ne veut pas. Elle voudrait bien, mais... Je voudrais bien, mais pour t'emmerder, je ne voudrais pas. Voilà. Donc, on va sortir de cet état de paresse, qui n'a jamais existé, d'ailleurs, dit Rousseau. Rousseau, quand on l'a bien lu, dit toujours ça, c'est une fiction qu'on s'est toujours racontée, mais ça n'a jamais existé. Et il va se rapprocher de ses compagnons, comme dit Kant, qu'il ne peut souffrir, mais dont il ne peut se passer. Ça s'appelle l'économie libidinale. Alors, il y a un commentaire d'un prof de philosophie qui s'appelle Jean-Michel Muglioni, qui était prof de Cagnes, je crois, qui essaye d'interpréter tout ça, et je trouve que ce commentaire est vraiment bien. Il dit ici, chaque homme est déchiré. En chacun règne une guerre intestine, une stasis, on dirait en grec, c'est-à-dire un conflit avec soi-même. Et il ajoute, Muglioni, si on veut bien comprendre ce que dit Emmanuel Kant, il faut comprendre que l'antagonisme qui existe entre les humains, il n'est possible que parce qu'il existe à l'intérieur des humains. C'est la dianoïa dont je vous parlais tout à l'heure.
C'est-à-dire que les hommes, à l'intérieur d'eux-mêmes, sont déjà divisés. C'est pour ça qu'ils sont condamnés à toujours se diviser. Ils sont sans cesse menacés par la division, par la guerre civile, disent les Grecs, la stasis. Il ajoute, ils sont à la fois poussés par leur inclination à entrer en société et par leur passion, parce qu'ils sont aussi égoïstes qu'incapables de se passer les uns des autres. Alors, on retrouve ici les deux chevaux de l'âme de Platon. Et vous sentez bien que ces deux tendances qui constituent cette âme et qui tendent à partir en sens contraire, eh bien, c'est ce qui, dans l'individuation psychique, en tant que, comme dit Gilbert Simonon, elle est toujours aussi une individuation collective, c'est-à-dire que je ne peux pas m'individuer tout seul sans m'individuer avec les autres, eh bien, la manière dont ces deux tendances vont s'articuler vont produire de la sublimation. Et on pourrait dire que ça, là, les arbres qui s'élèvent, c'est une espèce de métaphore. La forêt de Tronchet, vous vous y promenez, vous pouvez penser sans cesse, il y a une espèce comme ça d'image de la sublimation que donnent les arbres. Ils grimpent d'autant plus qu'ils sont serrés, ils se stimulent les uns les autres, ils s'étouffent en même temps. Parce qu'il y a beaucoup de petits arbres qui ne poussent jamais dans ces forêts. Ils sont étouffés. Et ce processus de sublimation, eh bien, le nom de la sublimation, qu'on trouve déjà comme étant la question du sublime chez Kant, mais qu'on va trouver surtout comme une théorie du désir chez Freud, comme étant ce qui décrit la transformation des passions en investissement dans le désir, dans l'objet du désir, c'est-à-dire en idéalisation, eh bien, c'est précisément ce qui est la condition de l'idéalisation, de l'élévation. Élévation vers le soleil, qu'on trouve là dans les arbres, mais qu'on trouve aussi dans le mythe de la caverne de Platon, vous vous souvenez, hein, le prisonnier de la caverne, c'est celui qui veut sortir de la caverne pour aller vers le soleil, s'élever vers le soleil. C'est le thème de l'élévation. Chez les êtres humains, cette sublimation, cette idéalisation, c'est ce qui se traduit non pas par la concurrence des grands arbres les uns par rapport aux autres qui étouffent les petits, et il faut que de temps en temps une tempête passe pour que les petits puissent pousser, parce qu'en gros c'est comme ça à peu près que ça se produit, ou bien que le bûcheron passe et qu'il en abatte une bonne partie. Non, c'est une question d'éducation. Il faut éduquer les enfants, les uns par les autres, et les uns contre les autres aussi. Parce que éduquer, c'est aussi les stimuler, c'est leur faire cracher ce qu'ils ont dans le ventre, et à un moment donné, ils crachent quelque chose que personne d'autre qu'eux n'avait dans le ventre, et c'est contre les autres aussi. Ce n'est pas de la concurrence, c'est de l'émulation. Et c'est ce dont parle aussi ici Muglioni en commentant le fait que finalement tout ça, c'est ce que Kant décrit comme étant un processus par lequel l'âme humaine, progressivement, révèle ce qu'elle contient, s'accomplit dans cette lutte comme étant quelque chose qui dépasse l'homme. Vous vous souvenez, je disais tout à l'heure, ça dépasse l'homme. Alors, ce que j'appelais tout à l'heure le fond pré-individuel qui constitue l'humus de ces beaux arbres. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs que l'humus ? Ce sont les feuilles des arbres qui sont tombées, plus les crottes des sangliers et pas mal d'autres choses. L'eau et tout ça qui fait que ça se décompose et que ça donne un terreau. Et on pourrait dire que les idées que nous a laissées Platon sont tombées, ce sont des feuilles qui sont tombées de l'arbre de Platon, qui se sont décomposées, qui ont fait l'humus qu'on appelle la philosophie, par exemple. Hein, pourquoi pas ? L'humus qui fait ces beaux arbres qui ressemblent, cela, beaucoup à la forêt de Tronchet, arbres que nous serions par métaphore, voilà, c'est ce que je vous propose aujourd'hui comme métaphore ou comme allégorie, nous sommes des arbres comme ça, enfin nous essayons de l'être parce que ceux-là sont magnifiques. C'est constitué, cet humus qui permet à ces arbres de pousser, qui leur donne leur énergie, leur carbone, qui leur permet de synthétiser la lumière du soleil, etc. C'est constitué, pour ce qui nous concerne, nous qui ne sommes pas seulement des arbres, et même pas seulement des arbres de connaissance. Et Gilles Deleuze dira, mais nous ne sommes pas des arbres de connaissance, nous sommes des rhizomes de connaissance. Laissons ce problème de côté, on y reviendra peut-être l'année prochaine.
Cet humus, il constitue ce que j'appelle, avec Simondon, c'est un mot de Simondon, du transindividuel. Les feuilles qu'a laissé tomber l'arbre Platon, l'arbre Aristote, l'arbre Descartes, mais aussi toutes sortes d'arbres qui sont morts, qui ont disparu, qu'on ne connaît pas, mais qui sont toujours là. Ils ont laissé des choses. Une mèche de cheveux, un jardin, les pommiers de Madame Truc, etc., qui poussent depuis 70 ans. Bon, tout ça, ça fait partie de cet humus. Ça s'appelle le monde. Ça forme des rétentions secondaires collectives. Vous vous souvenez, j'avais appelé ça des rétentions secondaires collectives. Le transindividuel, nous dit Simondon, c'est de la signification. C'est-à-dire que nous ne nous nourrissons pas simplement de carbone et de décomposition organique, mélangée avec du minéral. Nous nous nourrissons de signification, dont nous héritons. Ces significations, qui sont donc ce que Simondon appelle du transindividuel, ce sont les fruits d'un processus que j'appelle moi, c'est pas un mot de Simondon, le processus de transindividuation. Le processus de transindividuation, c'est ce qui organise, à partir des individuations psychiques que sont les spirales, à partir des co-individuations entre deux, comme ici, là, par exemple, il y en a deux qui sont toutes proches, qui se co-individuent, on croirait vraiment qu'elles s'embrassent, voire plus, qu'elles s'embrassent au sens fort, qu'elles s'étreignent. Ça peut être de plusieurs spirales qui se co-individuent en même temps. Un dialogue, ça peut être un trilogue, un quadrilogue, un polylogue, y compris en plusieurs langues. Si vous connaissez le poète Paul Celan, c'est celui qui essaye de faire dialoguer dans le même poème plusieurs langues. Bon, je ferme cette parenthèse. Quoi qu'il en soit, ce processus de transindividuation, voilà, ça c'est en fait un processus de transindividuation qui est en train de se produire là, il conduit à la métastabilisation de rétention secondaire collective. C'est-à-dire, les rétentions secondaires, vous savez, c'est les souvenirs que nous avons dans la tête. Vous avez des souvenirs de ce que je racontais dans le cours précédent, par exemple, qui se mélangent avec des souvenirs qui vous sont tout à fait propres et peut-être absolument secrets et que nous ne connaîtrons jamais. Ça, ce sont vos rétentions secondaires psychiques. Mais en même temps, ça forme des rétentions secondaires collectives. Par exemple, vous tous ici, peut-être pas tous, parce qu'il y en a qui n'étaient peut-être pas là et qui n'ont peut-être pas écouté le cours précédent sur Internet, mais ceux qui étaient là en tout cas, savent aujourd'hui qu'on avait déjà parlé de rétention secondaire collective. Ça, c'est une rétention secondaire collective, justement, de ce séminaire et des personnes qui le regardent sur Internet. Ces rétentions secondaires collectives, elles forment des systèmes de rétention secondaire collective. Lorsque on essaye de vous enseigner, je ne sais pas, l'histoire de France, la géographie, la physique newtonienne, qu'est-ce que c'est par exemple la physique newtonienne? C'est un ensemble de définitions et de théorèmes qui sont des rétentions secondaires collectives, qui sont d'abord nées en Newton et qui ensuite sont devenues collectives à tous les physiciens. Aucun physicien n'existe qui n'ait pas en lui les rétentions secondaires psychiques de Newton. Ou alors c'est pas un physicien. C'est un pseudo-physicien. Un physicien a en lui toutes les rétentions secondaires psychiques de la physique qu'il a intériorisées, en étant formé comme physicien. Mais évidemment, par exemple, les rétentions secondaires psychiques de Newton, qui sont devenues collectives, elles sont devenues collectives par un processus d'ailleurs de débat philosophique et épistémologique et physique, qui a constitué un système qu'on appelle la physique newtonienne, et qu'on enseigne. Moi, je l'ai enseigné. Sans être physicien, mais les philosophes font partie des gens qui, enfin, à un moment donné, si vous étudiez la philosophie de Kant, si vous ne connaissez pas Newton, c'est pas la peine. Kant, ça vient de Newton. D'ailleurs, Newton ne se présentait pas comme un physicien, mais comme un philosophe. Newton a développé une théorie très connue de la gravitation, qui est une théorie qui est un système physique. Ce système, c'est un ensemble de rétentions secondaires collectives, qui appartiennent à l'ensemble de la physique, et ce système, eh bien, une rétention secondaire collective, c'est-à-dire une signification newtonienne, ne peut pas être en contradiction avec les autres, donc elle forme un système avec. Vous êtes d'accord avec moi?
En même temps, ce système, vous dis-je, est métastable. Qu'est-ce que je veux dire? Je vais y revenir. Je vais revenir sur la métastabilité. Grosso modo, ça veut dire, vous le savez, j'en ai déjà parlé, ça veut dire qu'il peut évoluer. Il n'est pas fermé. C'est un système, c'est ce que Ilya Prigogine, qui est un chimiste, a appelé un système ouvert. C'est un système qui peut sans cesse s'enrichir et se contredire. Donc, c'est un système dynamique. Ce n'est pas un système mécanique. C'est un système dynamique. Il a une capacité à se transformer. On dirait dans le langage de Simonon, à s'individuer, à s'enrichir, à se contredire, etc. À supporter sa propre contradiction avec lui-même, à se nourrir de sa propre contradiction. On aura envie de dire de son insociable sociabilité, d'ailleurs. Le processus de transindividuation, qui constitue la relation entre les individus psychiques, entre les processus d'individuation psychique, qui repose sur des orientations secondaires collectives partagées par des individus psychiques, est régulé, c'est un processus qui est régulé par ce que j'avais appelé l'autre fois des régimes d'idéalisation. Vous vous souvenez? Je vous ai dit, comment se fait-il qu'on passe de la question de savoir ce que c'est que la vertu à la question de la géométrie? Je vais y revenir tout à l'heure. Et je vous avais répondu, c'est parce que chercher ce que c'est que la vertu, c'est une façon d'idéaliser. Chercher ce que c'est que la surface du carré, c'est une autre façon d'idéaliser. Il y a des régimes d'idéalisation. On n'idéalise pas de la même manière en géométrie qu'en peinture, par exemple. Je vais en reparler très très vite, tout à l'heure. Mais dans tous les cas, on idéalise. Ce que nous dit Platon, et ce que je vous dis à partir de Platon, c'est que savoir, pas forcément savoir d'une manière savante au sens de la géométrie, savoir vivre, savoir aimer, l'art d'aimer, par exemple. Savoir dans tous les registres de savoir possibles, et il y en a une infinité de possibles, eh bien c'est toujours idéalisé. C'est ça que nous dit Platon. Un vrai savoir produit de l'idéalisation, sinon ce n'est pas du savoir. Ça peut être aimer son amant ou sa maîtresse, ça peut être aimer ses enfants, ce qui n'est pas du tout le même type d'amour déjà, vous le savez, et quand c'est le même type d'amour, c'est monstrueux, et ça finit aux assises. Aimer la peinture, ce qui n'est pas du tout la même chose que d'aimer son modèle, ça peut arriver, beaucoup de peintres étaient les amants de leur modèle, mais ce n'est pas du tout la même chose qu'ils aimaient dans la peinture de leur modèle que leur modèle lui-même. Aimer la géométrie, aimer la sagesse, tout ça ce sont des régimes d'idéalisation, et qui sont irréductibles les uns aux autres. Et ça veut dire que ces régimes d'idéalisation, qui sont en fait des régimes de transindividuation, qui sont des règles par lesquelles se produit un processus de transindividuation, eh bien, ça met en œuvre des règles qui sont différentes. Et tout à l'heure, je reviendrai sur les règles de la géométrie. C'est à travers ces régimes d'idéalisation, c'est à travers ces règles, que se produisent des circuits de transindividuation, c'est-à-dire du lien social aussi. Ces circuits, ce que j'appelle donc les circuits de transindividuation, circuit, ça veut dire que ça circule entre ceux qui sont transindividués, par exemple ceux qui s'aiment, ceux qui aiment la géométrie, ça circule. Entre le géomètre d'aujourd'hui, Riemann et Euclide, ça circule. Vous trouvez encore dans le géomètre d'aujourd'hui de l'Euclide. Euclide est toujours présent, bien qu'il soit mort depuis très longtemps. Ça circule. Ces circuits, donc, forment des organisations de réalité transindividuelle, des organisations. Par exemple, l'Académie des sciences morales et politiques, l'Académie des sciences tout court, l'école d'Épineuil, c'est une petite organisation, la mairie d'Épineuil, la famille Fayat, est une organisation, parce qu'une famille, c'est une organisation, etc. Tout ça, ce sont des organisations qui créent des circuits de transindividuation. Mais évidemment, on ne transindividue pas dans sa famille comme on transindividue dans la commune, par exemple. Quand c'est ça, c'est dangereux. Ça conduit à l'affaire de Jean Sarkozy. Vous voyez, ça s'appelle le népotisme. On confond la commune avec sa famille. Ça finit en cabane, en règle générale. Enfin, pas toujours, malheureusement. Mais ça s'appelle l'illégalité. Il y a des règles, et ces règles définissent des lois qu'il ne faut pas transgresser. Ou si on veut les transgresser, il faut savoir qu'on fait une révolution, et à ce moment-là, il faut être capable de proposer de nouvelles règles. Mais il ne faut pas sortir de... En tout cas, on ne peut pas sortir des règles.
Ces règles, c'est ce qui se sédimente à travers des rétentions secondaires collectives. Une loi, par exemple, qui consiste à dire, un jour très précisément, en Grèce, un roi, qui s'appelle Maiandrios, on ne sait pas s'il a vraiment existé ou s'il est légendaire, mais peu importe, un roi aurait dit, c'est Vernon, je vous l'avais cité d'ailleurs, qui disait ça, un roi qui s'appelait Maiandrios aurait dit, mon sceptre, il avait un sceptre, comme tous les rois, je le mets en mezzo, au milieu, il est à vous, ça n'est plus le mien. C'est terminé le pouvoir qui coïncide avec la famille, c'est fini. Le fait que mon fils héritait nécessairement de mon trône et de mon sceptre, c'est terminé. À partir de maintenant, il vous appartient. Ça, c'est un changement de règles qui constitue un nouveau processus de production de rétention secondaire collective. Et cette loi qu'il va poser, ça va donner les lois telles qu'elles sont. Si vous voulez, Maiandrios, c'est celui qui est à l'origine de Solon, des 7 sages, de ceux qu'on appelle les nomothètes, ceux qui ont fondé les cités grecques, etc., etc. Alors, ces sédimentations, là je viens de vous en parler dans le domaine du droit et de la justice, j'aurais pu vous en parler, je vous en ai parlé dans le domaine de la géométrie, j'aurais pu vous en parler dans toutes sortes d'autres domaines, la littérature par exemple, ou la psychologie. Eh bien, on peut les étudier, ces sédimentations dont nous héritons. Et l'étude de ces sédimentations s'appelle la science. Et on peut la représenter comme cela, je vous l'avais déjà représenté. C'est évidemment une métaphore. La science est toujours un discours sur son propre passé de science. D'où est-ce que je viens et comment je me suis constitué comme science et pourquoi les arbres tiennent debout aujourd'hui sur moi en tant qu'humus. C'est un discours sur sa sédimentation. Et on va voir aujourd'hui un discours sur la sédimentation qui est absolument grandiose. Cette sédimentation, c'est une sédimentation de rétention secondaire collective, c'est-à-dire de choses de mémoire collective dont nous avons tous hérité et qui constituent de la signification et pas simplement du carbone comme pour les arbres et des minéraux. Dans ces significations, il existe des circuits, vous disais-je, parce que ces significations sont produites par des processus de transindividuation qui trament des circuits de transindividuation. La science, au sens où nous en parlons comme épistémé, c'est-à-dire comme savoir constitué, c'est ce qui va rendre ces circuits explicites. Parce que ces circuits peuvent être implicites. Vous pouvez, par exemple, parler une langue dont vous ne connaissez pas les règles. La plupart des gens, d'ailleurs, emploient des règles qu'ils ne connaissent pas. Si je vous demande de définir les règles de l'imparfait du subjonctif, que vous ne pratiquez pas d'ailleurs parce qu'il devient rare, de temps en temps, M. Giscard d'Estaing, quand il veut faire un peu le beau avec son accordéon, dit « je joue de l'accordéon, mais je parle à l'imparfait du subjonctif ». Mais si je lui demandais « alors, quelle est la règle de l'imparfait du subjonctif ?» peut-être qu'il aurait du mal. Moi-même, si vous me la demandez, je ne suis pas capable de vous la dire. La plupart du temps, nous faisons des choses sans savoir comment nous les faisons. Je donne souvent cet exemple. Vous avez tout à coup un lapin qui traverse la route, vous n'avez pas envie de l'écraser, vous débrayez, et vous n'allez pas dans les décors parce que vous faites une série de trucs, vous ne savez pas du tout quelles sont les règles que vous avez mises en œuvre. Mais vous avez mis des règles en œuvre, parce que sinon vous seriez allé dans les décors. Votre comportement est régulé, votre rapport à votre automobile, à la route, etc. est régulé. Mais vous n'avez pas conscience de ça. Ça s'appelle le savoir empirique. Mais il y a un moment où apparaît le savoir qu'on appelle, nous les philosophes, rationnel, ou encore apodictique, parce que le savoir rationnel par excellence, c'est le savoir apodictique, c'est-à-dire géométrique, autodémonstratif, capable de s'expliciter lui-même de A à Z. C'est-à-dire capable d'expliquer de A à Z pourquoi il est comme ça et pas autrement. Ça suppose un processus d'explicitation et de critique du savoir constitué. De critique publique. Un espace public où tout est mis à plat, rendu accessible à n'importe qui, et tout le monde peut venir s'opposer à moi s'il a des arguments, eux-mêmes apodictiques, bien entendu. S'il n'a pas d'arguments apodictiques, il peut retourner au vestiaire. Mais s'il a des arguments apodictiques, alors oui, il aura voix au chapitre. Je vous avais dit également l'autre fois que le processus de transindividuation produit de tels circuits de transindividuation, et donc de telles organisations cohérentes de signification, par exemple la géométrie riemannienne ou euclidienne, c'est une organisation très cohérente de signification, on va le voir tout à l'heure très précisément. Je vous l'avais dit, donc c'était, et je vous l'ai redit tout à l'heure, ça ne se produit que d'une manière métastable. Ça veut dire relativement stable.
Ce système de la géométrie euclidienne est relativement stable, presque complètement stable, mais pas complètement stable. S'il était complètement stable, il ne pourrait pas s'enrichir de sans cesse de nouvelles géométries. Il y a eu plus de 2000 ans de géométrie euclidienne. Pendant plus de 2000 ans, de nouvelles géométries euclidiennes sont apparues, qui ne remettaient pas en cause les axiomes d'Euclide, ça non, mais qui remettaient en cause les théorèmes par contre, qui modifiaient les théorèmes, qui les enrichissaient. Par exemple, vous le savez, puisque je vous l'ai déjà dit, le théorème de Thalès est resté indémontré pendant 6 siècles. Et à un moment donné, il a été démontré, 1 siècle avant Jésus-Christ. Et donc, ça a complexifié le système de la géométrie euclidienne, bien entendu. Le système est relativement stable, ça veut dire qu'il est relativement instable, et c'est ça que l'on appelle la métastabilité. Je vous avais dit autrefois, on peut représenter ça comme un tourbillon, et ce matin encore, je n'ai pas eu le temps d'aller faire une photo de tourbillon sur le Cher, ce qui m'énerve. Ça, c'est beaucoup plus beau que ça. Ça, c'est pas beau, en fait. Vous savez ce que c'est? C'est une bombe de barrage électrique qui est en train d'être vidée. Donc, le film est magnifique à regarder, cela dit, mais les images ne sont pas belles. Tandis que quand vous regardez un tourbillon au bord d'une rivière, c'est très très beau. Alors, il ne vous a pas échappé, hein, j'en suis convaincu maintenant, que cette spirale, là, en fait, ce tourbillon ressemble à cette spirale. Et que bien entendu, si j'arrête pas de vous casser les pieds avec les spirales et les tourbillons, c'est parce que ce sont des structures métastables. La figure géométrique de la métastabilité, c'est la spirale. La seule représentation rigoureuse de la métastabilité, c'est la spirale. Vous imaginez la joie que j'ai eue lorsque un jour j'ai lu la théorie simondonienne de la métastabilité, alors que ça faisait 10 ans que je dessinais des spirales comme ça, j'en essayais d'en faire une théorie, que j'ai trouvé enfin un philosophe qui lui a fait de la cristallographie, de la thermodynamique, et qui m'a apporté ce concept de la physique, pour penser la manière dont se forment, les rétentions secondaires collectives dont je vous avais parlé, et dont je vous avais dit que ces rétentions secondaires collectives, dans ces spirales, qui sont tramées par ces spirales, et qui trame la grande spirale là en pointillé, eh bien elle se renverse toujours en protension secondaire collective. En protension, c'est-à-dire en anticipation. La spirale, elle est toujours en train de se projeter au-delà d'elle-même. Vous savez qu'une spirale, on ne peut pas en trouver l'origine. Hein, il n'y a pas de début d'une spirale. C'est absolument impossible de poser le début d'une spirale. C'est une ligne infinie, une spirale. Mais on ne peut pas en trouver la fin non plus. Elle n'a pas de fin. Jamais vous ne pourrez arriver au point final d'une spirale, sinon ça ne serait pas une spirale. Ça devrait nous faire réfléchir, ça. Simonon nous dit « nous sommes des spirales ». Il ne dit pas ça, c'est moi qui le dis en l'interprétant. Il dit « nous sommes des processus d'individuation », mais la manière dont il décrit les processus d'individuation, ce sont des spirales. Et moi j'avais décrit des spirales comme ça avant de lire Simonon, donc j'ai été très très heureux et très fier de trouver dans ce philosophe quelque chose qui me permettait de penser quoi? Eh bien ceci, ce que j'appelais les horizons d'attente. Car finalement, ce qui m'intéresse moi dans la vie, ce sont les horizons d'attente, c'est-à-dire le désir. Dans ce désir, c'est-à-dire dans ce ciel, là où le ciel fricote avec la terre, il y en a qui attendent le Jésus-Christ, il y en a d'autres qui attendent je sais pas quoi, peu m'importe. Mais on attend quelque chose. Je vous avais dit que les protensions qui sont tramées par ces protensions secondaires collectives et qui se forment en moi comme des protensions psychiques et comme des protensions secondaires psychiques ou comme des protensions primaires aussi. C'est-à-dire que là, par exemple, Stigler est en train de dire ça, je m'attends à ce qu'il dise ça maintenant, ça c'est une protension primaire, qui est conditionnée par vos protensions secondaires, c'est-à-dire par vos attentes que vous avez apportées en venant ici et qui vous sont propres. Et chacun de nous a ses propres attentes. Il y en a qui ont toujours rêvé de faire ceci ou de faire cela. Bon. Et beaucoup de choses. Moi, je suis habité de toutes sortes de rêves fous, dont je n'ai même pas conscience d'ailleurs. Parce que très souvent, ils sont profondément refoulés. Et ce n'est que la nuit, parfois quand je fais des cauchemars, que je m'aperçois que je désire tout ça. J'aurais jamais cru ça. Quoi qu'il en soit, ces prétentions qui me trament, qui vous trament, qui nous trament, qui trament le christianisme par exemple, où la grande prétention, l'archi-prétention s'appelle Jésus-Christ, chez les chrétiens, qui est le Messie. Alors si le Messie c'est pas une prétention, je vous demande ce que c'est que le Messie. Messie ça veut dire prétention, en hébreu. Bon.
eh bien, ces protensions qui nous habitent, là, elles s'organisent elles aussi. Elles font aussi des systèmes. Elles font des systèmes et elles tendent à se projeter, à projeter des séries de protensions qui forment des tendances. J'ai des protensions en moi qui s'agencent avec d'autres protensions en moi, elles s'organisent et elles poussent en moi, elles construisent des poussées. Elles poussent en moi des choses. Et elles constituent mes attentes. Ce sont ces séries qui sont en moi comme des attentes, comme des protensions, qui me sont propres, mais qui sont liées à des protensions que j'ai héritées, des protentions secondaires collectives. Par exemple le christianisme, par exemple la géométrie, par exemple la Révolution française ou la Révolution marxiste ou je ne sais pas quoi. Par exemple Caroline, parce qu'une histoire d'amour, c'est partager des protensions. C'est intérioriser les protensions de l'autre. Ça forme des circuits. Et les vrais circuits de transindividuation, ce sont les circuits qui se trament sur la base de ces protensions. Et ça, c'est ce que nous dit Socrate. Il nous dit, si l'esclave n'attendait pas lui-même en lui-même, s'il n'avait pas l'attente de ce qu'il est en train de découvrir dans le triangle, si ça ne sortait pas de lui comme son attente, ça ne vaudrait pas un clou, pas un pet de lapin, c'est pas de la géométrie. À travers ces circuits se produisent des mouvements vers des idéalités. La géométrie, la révolution, Caroline, etc. Des idéalisations, des objets d'idéalisation. Des mouvements d'idéalisation. Et qui sont soumis à des règles, et qui produisent aussi des règles, des régularités, des savoirs. Certaines sont implicites, ces règles. Je les partage avec les escargots même. Vous voyez ? L'escargot, dès qu'il pleut, eh ben moi je suis comme un escargot dans mon rapport à l'eau. D'autres sont, je les appelle complicites, c'est-à-dire que je les partage avec vous, par exemple, mais nous ne le savons pas. Mais en même temps, ce n'est pas purement implicite, parce que ça se manifeste entre nous. Nous sommes co-impliqués dedans. Ce n'est pas complètement implicite, parce que complètement implicite, ça n'apparaîtrait pas. Mais c'est complicite, et ça crée une complicité. Et puis d'autres sont explicites. Par exemple, tu ne tueras point, c'est une explicitation. C'est très important, cette explicitation. Je pense que dans toutes les sociétés, il y a des interdits du meurtre. Pas pour tout le monde, peut-être, mais je ne crois pas qu'il existe une société humaine où il n'y ait pas un interdit du meurtre. Tout simplement parce que les hommes s'entretuent. Ce qui n'arrive pas chez les animaux. Aucun animal, aucune espèce animale ne connaît la tuerie interne. Non ? Si, tu en connais ? Lesquels, par exemple ? Il y a des animaux qui avalent leur portée, par exemple. Ah oui. Ils n'ont pas de nourriture. Oui, même ça c'est autre chose, d'accord. Survie, quoi. Oui, mais ça c'est oui, je comprends. Mais je dirais que c'est pas un meurtre. C'est pas quelque chose qui procède de là, voilà, je vais aller tuer l'autre, quoi. Hein. Voilà. En général, les animaux s'entretuent entre espèces, mais à l'intérieur d'une espèce, oui, bien entendu qu'il y a il y a du cannibalisme animal. Ouais, mais moi j'aurais tendance à rapporter ça à des questions de satisfaction de besoins primaires. Mais humains, oui, bien sûr. Mais moi ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a que les humains qui sont capables de pratiquer le cannibalisme. Bon, on en reparlera peut-être dans la discussion tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, par exemple, moi je crois que dans toutes les sociétés humaines, il y a un interdit du meurtre. C'est ce que dit Freud dans Totem et Tabou. Mais par exemple, il y a une société à un moment donné qui s'appelle le judaïsme, la Judée, où cet interdit devient explicite. Et c'est ça qu'on appelle le peuple éthique. C'est-à-dire que c'est ça qui fait que les juifs sont posés comme le peuple éthique, le peuple moral, dit-on parfois. C'est que tout à coup, ils explicitent cette règle. Bon. Alors, tout à l'heure, on va voir que l'accès au régime apodictique de l'idéalisation, vous vous souvenez que je disais tout à l'heure, il y a des régimes d'idéalisation, il y a des régimes implicites, il y a des régimes complicites, il y a des régimes explicites. Et il y a des régimes, dans les régimes explicites, il y a des régimes apodictiques, c'est-à-dire où je n'admets jamais une règle sans qu'elle soit absolument rendue indispensable par toutes les autres. Ça, c'est très très extrême comme position. C'est le règne de l'idéalisation géométrique. Hein, c'est ça la géométrie. Ça passe par une explicitation, et il faut pour cela qu'il existe un certain type de rétention tertiaire. C'est ce que je vous disais l'autre fois. C'est ce que je vous dis depuis le début de ce cours. S'il n'y a pas un certain type de rétention tertiaire, l'explicitation géométrique n'est pas possible. Voilà ce que je soutiens. Beaucoup de philosophes vous diront, mais ça c'est les conneries de Stigler. N'écoutez pas Stigler, il raconte n'importe quoi.
je vais vous montrer maintenant que ce n'est pas simplement mes conneries, c'est aussi les conneries de Husserl. Donc nous sommes au moins deux cons en philosophie, et qu'il se trouve que Husserl est un con très connu. À partir des rétentions secondaires collectives qui ont tendance à s'agencer les unes avec les autres et à former des circuits cohérents, ces circuits qui sont des traces en fait, c'est-à-dire qu'ils se concrétisent toujours au bout du compte sous forme de rétention tertiaire. Pas forcément sous forme d'écriture. La rétention tertiaire, c'est pas forcément de l'écriture. Un objet, c'est une rétention tertiaire. Ça, c'est ma montre. Si je mourais, là, tout à coup, on dirait « on va pas l'acheter, c'est la montre de Stigler. Bon, on va pas l'acheter. » Je sais pas parce que je m'appelle Stigler. Je veux dire, quelqu'un qui vient de mourir, un objet de lui, comme ça, tout à coup, il est quasi sanctifié. Ça devient une rétention tertiaire. Ça peut être évidemment de l'écriture elle-même. Ça peut être des mots. Les mots, je vous l'ai dit déjà une fois, ils ont été forgés un jour par quelqu'un. Tout mot a un jour été prononcé pour la première fois, et ensuite il a été répété par d'autres. C'est une forme de rétention tertiaire, c'est-à-dire d'héritage technique. Ce sont des rétentions secondaires qui sont devenues tertiaires par toutes sortes de voies, sous forme par exemple de temples, les meubles que peut faire Fred, etc. etc. Cette exposition, qui est une tertiarisation, c'est-à-dire une spatialisation d'un temps, le temps de ses dessins. Ça peut être aussi des rétentions secondaires qui ont été produites soit par l'expérience individuelle, soit par le milieu symbolique et qui trament les expériences individuelles. Tout ça, ça produit des sédimentations d'expériences antérieures, vous disais-je tout à l'heure. Des sédimentations, vous disais-je, dont on peut reconstituer les couches, etc. Chose que je n'ai pas vécue. Des choses que je n'ai pas vécues. Par exemple, quand je dis anamnèse, je répète, j'emploie un mot qui fut prononcé bien avant Platon, mais un jour par Platon d'une certaine manière, et je répète ce que dit Platon. Mais je n'ai pas vécu cette scène où Platon disait ça. On est bien d'accord. Il y a donc bien un temps en moi qui n'est pas un temps que j'ai vécu. Vous voyez bien qu'on est en train de s'acheminer vers ce que Socrate dit à propos de l'esclave de Ménon. On est en train de s'apercevoir qu'en nous, il y a un temps qui date d'avant nous, que nous n'avons pas vécu. Mais ce que je dis, c'est que ce temps que nous n'avons pas vécu, et qui relève donc de cet autre temps où l'esclave de Ménon n'était pas un homme, dit Socrate, il n'était pas encore né, ça veut dire, mais en quelque sorte, Socrate dit, il était là en creux, il était en attente, en protension, en quelque sorte, c'était une protension, il était une possibilité du fond pré-individuel, dirait Simondon, qui allait peut-être un jour s'individuer sous le nom de l'esclave de Ménon à travers un dialogue. Ce que je dis, moi, c'est que, tiens, qu'est-ce qui se passe? Il manque un truc. Bon, je voulais vous remontrer quelque chose, c'est pas grave. C'est que ça, sans rétention tertiaire, ça n'est pas possible. Pas ça. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir que un autre temps que mon propre temps qui vient en moi, et comme dira Jacques Derrida, qui vient me ventriloquer, c'est-à-dire qui parle en moi, sans que je l'ai jamais vécu, eh bien, ça n'est possible que parce que j'hérite d'un fond pré-individuel, qui est en fait pour moi un milieu pré-individuel, et que cet héritage, il se réactive en moi. Et les symboles, en règle générale, ce sont des concrétions, comme on dit. Ça, c'est de la concrétion, c'est-à-dire que ce sont des sédimentations, des indurations qui me trament, qui trament toutes mes rétentions secondaires psychiques en tant que rétentions secondaires collectives. Mes rétentions secondaires psychiques ne peuvent pas se développer si elles ne s'appuient pas sur des rétentions secondaires collectives. C'est ce que dit Freud à propos de la mémoire. Il dit qu'elle est constituée de traces mnésiques, de traces verbales, mais pas simplement de traces verbales, d'images. Dans l'interprétation des rêves, il montre que la mémoire est entièrement faite de restes, qu'il appelle des restes mnésiques, de tout ce que j'ai vécu. Et il dit que ça s'appuie sur ce qui se transmet à travers les mythes, les récits, le folklore populaire, dit-il, la ville de Rome, dont il montre que finalement c'est toute une sédimentation de mémoire, etc., etc. Tout cela qui s'accumule, qui se sédimente en moi, en nous, entre nous, à la Bibliothèque nationale, sur les centres serveurs de Google, aujourd'hui 30 data centers, 3 millions de centres serveurs, 3% de la consommation électrique des États-Unis. Je dis ça comme ça, juste pour vous dire que tout ça, ce sont des choses extrêmement concrètes et qu'aujourd'hui, une dimension industrielle, eh bien, ça rend possible des circuits de transindividuation, ça
On peut y écrire des circuits de transannulation. Lorsque Caroline et moi nous mettons ce cours sur Internet, nous écrivons des circuits de transannulation sur le web et sur Google, via Google et d'autres. Et à travers ça, nous essayons de créer des processus d'idéalisation. Nous essayons de poursuivre les tendances à l'idéalisation qui nous habitent tous, comme les arbres qu'on voyait tout à l'heure pousser de Kant. Et ça nous conduit vers la projection d'un infini. Alors, donc, ce que nous disons, c'est que le processus de transannulation, c'est toujours en fait un processus d'idéalisation. Et maintenant, nous revenons vers la géométrie et nous revenons vers le ménon. Ce que Socrate décrit à travers Platon, c'est un processus généralisé d'idéalisation, et l'idéalisation, c'est ce qui projette l'idéalité mathématique, qui n'est pas n'importe quel type d'idéalité. Et parce qu'il est question d'une telle idéalité en mathématiques, comme en matière de vertu, ou comme en matière de justice, un passage est possible entre la question de savoir ce que c'est que la vertu et la question de savoir comment on calcule la surface du carré. C'est là qu'on passe du mythe de Perséphone à la géométrie.